Bon, bonjour à toutes, en l'occurrence. L'ordre du jour de notre réunion appelle deux points avec un point principal qui est l'examen du rapport et de la proposition de résolution européenne de nos collègues Karamanli et Tillet sur la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act. Mais je vous propose, pour permettre aux collègues d'arriver, de vous faire rapidement un petit point de quelques instants sur le déplacement des vice-présidents de la Commission en Ukraine qui s'est tenu les 8 et 9 novembre dernier. Donc c'était une délégation que j'ai menée avec nos collègues Dumont, Petit, Sitzenstuhl et moi-même. Marietta Karamanli était également conviée, mais elle ne pouvait pas venir en tant que vice-présidente. Et nous sommes rendus sur place afin de nous rendre compte de la situation, mais aussi de témoigner de notre soutien et de notre solidarité face à l'agression russe et dans l'affirmation du destin européen de ce pays. Je vous épargnerai la litanie des nombreux rendez-vous que nous avons eus, mais nous avons eu beaucoup d'entretiens à haut niveau, aussi bien au Parlement qu'au sein du gouvernement. Je voudrais vraiment remercier le poste diplomatique sur place qui a facilité l'organisation de ces rencontres, et puis l'administrateur de la Commission, Jean Savoie, qui a joué un rôle important dans l'organisation de ce déplacement et qui nous a assistés tout au long de celui-ci. Et je tiens sincèrement à le remercier parce qu'il a fait un travail de grande qualité. Ce déplacement s'est tenu dans un contexte singulier, celui de l'approche de l'hiver qui est redouté par les Ukrainiens et le jour également de la publication du rapport d'élargissement 2023 de la Commission européenne qui a été le principal fil conducteur de nos entretiens sur place. Je vous épargnerai, au-delà des nombreux rendez-vous aussi, le compte-rendu détaillé de toutes les rencontres que nous avons eues, mais permettez-moi de vous faire part de quelques convictions au retour de Kiev. La première, c'est qu'en dépit des moments difficiles que traverse l'Ukraine, notamment sur le champ de bataille, l'exposé qui nous a été fait, notamment de l'attaché militaire sur place, mais aussi de nos interlocuteurs au ministère de la Défense, fait état d'une guerre difficile, où chaque offensive de part et d'autre se révèle extrêmement coûteuse en hommes et en matériel, et les pertes humaines subies par l'Ukraine ne sont pas communiquées, mais on devine qu'elles sont extrêmement importantes, même si elles restent inférieures aux pertes russes. Et malgré cela, la détermination des Ukrainiens demeure intacte. Et au moment où l'attention internationale se détourne du fait de la crise au Proche-Orient, notre visite, comme celle de Catherine Colonna il y a quelques semaines ou Sébastien Lecornu plus récemment, ont été appréciés par les Ukrainiens qui l'ont vu comme une marque de soutien de la France dans la durée. Cela nous a été dit extrêmement clairement. Et après 2 ans de guerre, le message que j'ai porté et que je réaffirme devant vous aujourd'hui est très simple. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, non seulement se défendre, mais aussi recouvrer sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale. Et nous sommes aux côtés de l'Ukraine parce que c'est aussi notre sécurité, celle de la France, de l'Europe, qui est aussi en jeu. Et donc nous devons être là pour longtemps. Ça, c'est le message que nous avons porté de manière extrêmement claire et qui a été très bien reçu. La France est louée pour le soutien à l'effort de guerre ukrainien sur place, à travers la fourniture de matériel, la formation de militaires ukrainiens, que ce soit en France même. Vous avez vu que le ministère de la Défense a récemment communiqué sur le sujet, ou en Pologne. Et notre contribution a été plusieurs fois saluée. Et là aussi, il faut être extrêmement lucide. La capacité des Ukrainiens à modifier la situation sur le terrain dépend étroitement de l'assistance des pays occidentaux, et notamment de la poursuite de la livraison des armes, voire de l'intensification des livraisons de matériel et de munitions. Tous les responsables que nous avons rencontrés ont souligné l'importance de la coopération dans le domaine militaire et surtout leur volonté de ne pas être acteur passif, mais un véritable acteur de la sécurité de l'Europe. Il nous a cependant été rappelé à plusieurs reprises, que ce soit au Parlement ou au sein du gouvernement, que l'Ukraine aura très rapidement besoin d'une aide militaire accrue avant l'arrivée de l'hiver. Nous y sommes déjà, donc c'est maintenant que ça se joue, afin de protéger les infrastructures énergétiques qui seront vraisemblablement la cible des bombes russes. Vous vous souvenez que l'hiver passé, les forces russes ont ciblé très largement les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures énergétiques. La grande crainte qui est aujourd'hui à Kiev, qui est exprimée aujourd'hui à Kiev, c'est que ces bombardements reprennent, mais de manière amplifiée, puisque selon eux, les capacités russes se sont accrues au cours de l'année écoulée et que leur capacité
à bombarder les infrastructures énergétiques sera encore plus forte cet hiver qu'elle ne l'était l'hiver passé. Et dans ce besoin de défense, ils apprécient particulièrement les systèmes français qui ont joué un rôle important l'hiver dernier et qui joueront encore un rôle important cet hiver. La seconde conviction dont je voulais vous faire part concerne la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Je vous le disais, ça a été le fil conducteur des entretiens que nous avons eus. Nous étions sur place le jour de la remise du rapport de la Commission européenne sur l'état d'avancement de cette candidature. Vous savez que le statut d'État candidat a été octroyé à l'Ukraine sous présidence française de l'Union européenne en 2022. Et au fond, la question n'est déjà plus de se demander s'il faut élargir l'Ukraine à l'UE, puisque cette question a été quelque part tranchée par l'octroi de ce statut d'État candidat et confirmé par le rapport de la Commission européenne, qui a donné une forme de feu vert le 8 novembre dernier. Mais la question qui se pose maintenant, c'est sous quelle forme et selon quelle modalité cela doit être fait. Et donc vous savez qu'il y a tout un tas de réformes qui ont été demandées aux Ukrainiens, et je dois dire qu'ils les mènent avec beaucoup d'abnégation, même s'ils sont encore loin d'être arrivés au bout, notamment sur les volets de lutte contre la corruption, l'état de droit, l'indépendance du système judiciaire. Il y a encore énormément de travail à faire, et ils le reconnaissent eux-mêmes, mais ils ont cette capacité à réformer en temps de guerre qui est admirable et qui doit être soulignée. Là aussi, moi je voudrais vous faire part d'une conviction, mais qui n'engage que moi, c'est que dans un monde redevenu incertain, l'architecture de sécurité du continent européen rend nécessaire l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Au fond, on a un choix assez simple. Soit on décide de les laisser en dehors de l'espace, et à ce moment-là, de l'espace européen, et ils resteront soumis aux tentatives de déstabilisation, à la guerre, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, à l'ingérence, comme c'est le cas en Moldavie, aux cyberattaques, comme on le voit dans tous ces pays. Soit on fait le choix de les accompagner progressivement sur le chemin de l'adhésion à l'Union, et c'est une manière de stabiliser aussi le continent européen, parce qu'autrement nous serons soumis à tout un tas de tentatives de déstabilisation, et c'est toute la stabilité de l'Europe qui sera menacée. Je crois profondément que face au réveil de puissances impérialistes, la nouvelle donne géopolitique exige que l'Ukraine soit progressivement intégrée dans l'espace européen. En tout cas, c'est ce qu'on ressent très fortement quand on se rend sur place. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on vient de préciser dans le même temps qu'une candidature au rabais ne serait évidemment pas acceptable, ni acceptée de notre part, ni de la part des Ukrainiens qui tiennent à ce que la candidature se fasse en bonne et due forme. Et cela, ils nous le disent extrêmement clairement. Et aussi, quelle que soit la décision qui sera prise en décembre par les chefs d'État et de gouvernement, l'adhésion de l'Ukraine prendra plusieurs années, au cours desquelles le pays devra se libérer, se reconstruire et mener les réformes qui restent nombreuses, en dépit de toutes celles qu'ils ont déjà menées jusqu'à présent. Un dernier point, parce que maintenant tout le monde est au complet, je voudrais avoir un mot sur la déportation des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens. Parce que vous vous souvenez qu'on avait fait adopter une PPRE dans notre commission il y a quelques mois de cela. On a rencontré sur place, au-delà des acteurs gouvernementaux et des parlementaires, les ONG, une dizaine d'ONG qu'on a vu au cours d'un déjeuner. Ils nous ont fait état de la situation qui est extrêmement critique, pour le coup de dizaines de milliers d'enfants qui ont été déportés vers la Fédération de Russie, souvent dans des zones extrêmement éloignées de la frontière ukrainienne, de manière à faire en sorte que ces enfants ne retrouvent jamais leur domicile, là où ils viennent. Et il y en a un nombre infime qui arrive à revenir, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc là, ils nous ont aussi dit la blessure profonde que cela a été pour toute la société ukrainienne, et que, selon eux, cette situation ne sera résolue que par la défaite militaire de l'Ukraine. C'était très clair, de la Russie. La défaite militaire de la Russie, c'était dit de manière extrêmement claire par les ONG, et puis par la mobilisation de la communauté internationale. Et la résolution que nous avions adoptée ici, même si elle n'a pas fait la une des gazettes dans notre pays, elle a été vue de manière extrêmement... elle a été observée et perçue comme étant extrêmement importante. Donc voilà, je voulais vous le dire, parce qu'on nous l'a souligné. Et les textes que nous adoptons ici ne sont pas vains et ont une portée, et c'est important de le rappeler. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. On a eu un très bon accueil, une reconnaissance largement partagée du rôle de la France dans le soutien à l'Ukraine, dans son effort de guerre et dans sa résistance face à la guerre d'agression de la Russie, et puis une reconnaissance aussi dans notre volonté de les accompagner sur le chemin européen de ce pays
qui sera un chemin long, mais que je crois indispensable. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie pour votre attention. S'il n'y a pas de point particulier sur cela, Madame Tillet, la parole. Monsieur le Président, juste une question. Est-ce que vous avez évoqué l'évolution démographique parce que je crois que ce qui est quand même un souci actuellement, c'est l'évolution démographique en Russie qui est en baisse, mais beaucoup plus fortement en baisse en Ukraine. Les chiffres, je crois que c'est moins 18% et moins 4% en Russie. Enfin, donc, ce qui fait quand même craindre un peu pour l'évolution future du conflit. Ouais, on l'a pas évoqué directement parce que c'est pas revenu dans les discussions qu'on a eues. C'est revenu en creux tout de même dans une forme de vieillissement de l'armée ukrainienne en réalité, puisqu'on ne connaît pas le nombre de pertes au front, mais elles sont considérables. Et donc à mesure que la guerre avance, l'armée vieillit. C'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de jeunes au front. Et que la moyenne d'âge qui était assez basse au début de la guerre devient de plus en plus élevée. Donc je n'ai pas d'éléments particuliers sur la démographie ukrainienne, mais effectivement, s'il y a une baisse aussi drastique que ce que vous soulignez, ça pose évidemment des questions pour l'avenir. Mais ce qui est préoccupant pour eux, c'est leur capacité à mobiliser aussi et à trouver des forces vives, parce qu'au fond, c'est les plus jeunes et les plus forts d'entre eux qui sont en train de partir dans ce combat. Mais c'est aussi valable pour la Fédération de Russie, qui, elle, pour le coup, n'a aucune considération, ou très peu de considération, pour la vie de ces soldats, puisque ce que nous racontent les Ukrainiens, c'est que ce qu'ils constatent, en tout cas sur le champ de bataille, c'est que les corps des soldats russes ne sont pas ramassés et qu'ils ne sont pas rendus aux familles, et donc ils sont laissés sur le terrain, et que lorsque la difficulté pour les Ukrainiens, au fond, c'est la pression humaine de l'armée russe, c'est-à-dire qu'ils renouvellent sans cesse les forces sur le terrain, parce qu'ils arrivent à mobiliser très largement et qu'ils envoient leurs hommes comme de la chair à canon au front, et c'est cette asymétrie dans le rapport de force qui est aussi extrêmement difficile à gérer au-delà des difficultés d'armement pour les Ukrainiens. Madame Oziol. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion à la France Insoumise de nous exprimer par écrit dans un communiqué, à défaut de le faire de vive voix, puisque nous n'étions pas conviés à ce voyage, alors que, par ailleurs, je fais par exemple partie du bureau de cette commission. Mais ce qui compte ici, c'est d'abord effectivement d'apporter le soutien, la solidarité aux victimes ukrainiennes, à leurs victimes, à leur nation. C'est ce que nous avons fait dans ce communiqué. Rappeler aussi quand même que le plus grand risque qui existe, c'est un risque d'escalade et d'élargissement à une guerre totale. Et que ce qui doit être fait, c'est que tout doit être mis en place pour réunir les conditions d'une solution négociée. Par exemple, en envoyant, comme le Parlement ukrainien le demande, des casques bleus de l'ONU autour des centrales nucléaires ukrainiennes. Nous, à la France Insoumise, je le répète ici, mais nous avons auditionné au sein de l'Assemblée nationale les opposants socialistes russes à la politique menée par Vladimir Poutine. Et ça compte énormément de rappeler qu'il n'y a pas de soutien unanime à Vladimir Poutine, y compris dans son pays. Nous avons aussi auditionné des militants écologistes ukrainiens, parce qu'il y a aussi une mobilisation militante en Ukraine. Enfin, un point peut-être pour dire que la perspective d'ouverture d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle ne peut se faire qu'au terme d'un long processus de réformes internes, dans la lutte contre la corruption, de transparence dans les marchés publics et de réforme du système judiciaire. Et d'ailleurs, ces critères ont été mis en avant, y compris par l'Union européenne. Quelques jours avant le déplacement de la délégation de cette commission, à nouveau, il y a eu quand même une déflagration, puisque 2 responsables de la défense ont été arrêtés, suspectés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros dans une opération d'achat de gilets pare-balles, enfin, une opération, encore une fois, de soupçon de corruption qui n'est pas anecdotique. Et la corruption en Ukraine reste un problème majeur dans ce pays. Dans son rapport 2021, l'ONG Transparency International a classé l'Ukraine 122e sur 180. Il y a eu une légère progression, mais enfin, on est quand même loin derrière les voisins de l'Union européenne. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a eu un soulèvement du Maïdan en 2013-2014 qui avait abouti à la destitution du président Yanukovych et ouvert la voie à Petro Poroshenko.
Donc, en fait, ça reste encore quelque chose un problème majeur en fait au sein de l'Ukraine qui ne peut pas, vous semblez très optimiste, mais enfin ça reste prédominant dans ce pays et j'aimerais savoir comment vous avez abordé cette question. Merci Madame Oziol. Je l'ai dit d'ailleurs en préambule qu'il y avait des réformes importantes qui ont été actées qui ont été menées par les autorités ukrainiennes, mais que au fond, le plus grand ennemi de l'Ukraine après la Fédération de Russie et Vladimir Poutine, c'est la corruption. Et c'est le chantier immense qui est face à eux. Et parce que la corruption, elle est historiquement dans ce pays endémique. Elle se trouve dans toutes les strates de l'État, de la vie politique du pays, dans la vie économique, dans l'administration. Et donc, il y a un volontarisme politique extrêmement marqué de la part des Ukrainiens et des plus hautes autorités du pays, parce que le président Zelensky, il a fait de la lutte contre la corruption une priorité. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une personnalité qui est convaincue de corruption, elle est immédiatement sanctionnée, remerciée et, si je puis dire, exposée et vilipendée en place publique. La preuve, vous exposez plusieurs responsables militaires ukrainiens qui ont été convaincus de corruption. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience généralisée de la part des responsables politiques qu'on a rencontrés, qui nous ont tous fait part sur place de cette priorité absolue qui est la lutte contre la corruption. Et de la même manière, les autorités européennes, la Commission européenne, toutes celles et ceux qui suivent le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne font de la lutte contre la corruption un des critères centraux pour poursuivre le processus. Donc je crois qu'il n'y a pas d'angélisme ni de voile pudique qui serait mis sur cette question qui est absolument décisive. Je voudrais juste, avant de céder la parole, revenir sur la mise en cause de ce déplacement, la mise en cause que vous faites de la présidence et du bureau. Je rappelle que d'abord, vous l'avez fait à travers un communiqué de presse sur les réseaux sociaux, quand j'étais en Ukraine, je trouvais ça étonnant. Et puis ensuite, je vous rappelle qu'on avait, avant ce déplacement, nous avions envoyé un mail le 12 septembre proposant qu'une délégation composée des 4 vice-présidents se rende en Ukraine. Et j'avais proposé que, sous réserve d'éventuelles remarques d'ici au vendredi 15 septembre, il en serait ainsi décidé. À cette date, je n'avais reçu aucune protestation ou remarque ou proposition de la part de la France insoumise. Et il m'a été ensuite proposé de remettre une lettre à je ne sais qui. Donc il faut quand même, Madame Oziol, être un petit peu honnête dans la présentation des faits. On avait dit que c'était un déplacement des 4 vice-présidents. Il n'y a pas de vice-président LFI, ça, c'est pas de ma responsabilité. Je ne sais pas comment vous êtes organisé avec la NUPES au début de la législature, mais en tout cas, on n'avait pas de candidat LFI à la vice-présidence de cette commission. Et par ailleurs, Madame Karamanli, qui n'est pas à la France Insoumise, mais qui appartient à un groupe qui appartenait à la NUPES ou qui appartient encore à la NUPES, devait être là, mais vous n'avez pas pu venir. Donc toutes les sensibilités étaient censées être représentées. Donc il n'y avait pas matière à faire polémique. Et par ailleurs, quand on va en Ukraine, on n'y va pas à une délégation de 12, compte tenu du contexte sécuritaire et des recommandations qui sont assez drastiques de la part des Ukrainiens eux-mêmes. Les délégations sont en général de petites délégations. Et donc on y allait dans le panorama le plus large. Je pensais que le mieux, c'était d'y aller avec les vice-présidents. J'ai aussi reçu un message du Rassemblement national qui s'est également plaint de ne pas être associé. Là aussi, je suis désolé, mais le Rassemblement national n'est pas membre du bureau et n'a pas de vice-président. Donc, vous n'étiez pas convié à ce déplacement. Voilà. D'autres prises de parole, je vous propose qu'on passe à l'autre point de l'ordre du jour, qui est le rapport de Mesdames Thilet et Karamanli sur l'Inflation Reduction Act. Mesdames, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, avec Marietta Karamanli, on trouvait pertinent en ce moment de se pencher un peu sur la loi américaine sur la réduction de l'inflation, plus connue sur son nom IRA, pour faire vraiment le point, à savoir quels sont les défis que cela présente pour l'Union européenne ou quelles sont aussi éventuellement les opportunités. Alors notre communication propose une analyse préliminaire d'abord des défis posés à l'économie européenne et des actions engagées par l'Union et les 27 États membres. Elle prolonge
prolonge donc la table ronde qui a été organisée sur ce sujet le 22 mars dernier par notre commission, durant laquelle nous avons pu échanger avec les experts de haut niveau. Alors, en premier lieu, de quoi la loi américaine sur la réduction de l'inflation est-elle le nom ? Ce texte marque tout d'abord le ralliement nécessaire des États-Unis à la lutte contre le changement climatique. Les errements de l'ère Trump laissent place au volontarisme de l'administration Biden. En effet, l'IRA mobilise sur 10 ans près de 310 milliards de dollars de financement public pour soutenir l'investissement et la demande dans les filières de l'industrie verte. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'action climatique au niveau international. Les États-Unis ont pu être soupçonnés par le passé d'adopter un comportement de passagers clandestins, laissant aux autres nations le soin de supporter les efforts liés à la protection de l'environnement. La trajectoire carbone actuelle des États-Unis devrait conduire à une réduction de 26% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à 2005. Cette baisse devrait atteindre 42% avec l'IRA. Alors, si nous saluons la prise de conscience de nos partenaires américains, c'est bien le fond et la forme de la solution retenue qui posent d'importantes difficultés. C'est un coup de boost, permettez-moi l'expression, à l'industrie américaine financée par la puissance publique. Disons-le aussi, l'adoption de l'IRA a laissé penser que l'économie européenne allait faire face à un déficit de compétitivité du fait du montant des aides, de leur simplicité et de la perspective de long terme qu'elles ouvrent. Nous pouvons évoquer ici l'un des éléments les plus connus et les plus contestés. Un crédit d'impôt de 7 500 $ est institué sous condition de ressources au profit des ménages pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Or, l'octroi de l'aide dans sa totalité est soumis à des exigences de contenu local préjudiciables aux constructeurs européens qui exportent vers les États-Unis. 3 critères discriminatoires peuvent être identifiés. D'abord, le véhicule devra être assemblé aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Ensuite, les composantes de la batterie devront entièrement être produites aux États-Unis d'ici à 2029. Enfin, les minerais critiques nécessaires à la fabrication de la voiture devront d'ici 2027 être extraits, transformés ou recyclés à 80% en Amérique du Nord, ou dans un pays signataire d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Alors, ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Les négociations du partenariat transatlantique, le fameux TAFTA, se trouvant au point mort depuis plusieurs années. Un seul modèle produit par un constructeur étranger en Amérique du Nord, en l'occurrence une voiture Volkswagen, est aujourd'hui éligible à ce crédit d'impôt. Alors donc, il ne fait aucun doute que la majorité des dispositions de l'IRA portant sur les technologies propres sont contraires aux droits de l'Organisation mondiale du commerce. La clause de traitement national prévue à l'article 3 du GATT interdit expressément toute mesure discriminatoire à l'encontre des produits étrangers similaires et l'organe de règlement des différends de l'OMC a reconnu à plusieurs reprises le caractère illégal donc des exigences du contenu local. Le protectionnisme vert pratiqué par les États-Unis, même si l'Union européenne a déjà pratiqué pas mal aussi le protectionnisme, en tout cas ici manque sa cible environnementale. La révision du bonus écologique en France, fondée sur des critères objectifs liés à l'empreinte carbone du véhicule, démontre pourtant que des marges de manœuvre existent dans le respect du droit de l'OMC. C'est bien la performance environnementale de la voiture et non la localisation de sa production qui déterminera l'éligibilité à l'aide. L'Europe peut s'inspirer de la révision du bonus écologique en France. Il faut s'assurer que les normes édictées en matière de réduction d'émissions ne soient pas seulement applicables aux industries européennes, mais à tous les acteurs internationaux qui investissent et vendent sur notre continent. L'analyse donc du cycle de vie des véhicules électriques y contribue. La principale incertitude réside désormais dans l'ampleur des conséquences du plan américain sur l'attractivité et la résilience de notre industrie. L'appel d'air créé par l'IRA
à l'origine d'un risque de délocalisation ou d'éviction des investissements vers les États-Unis est difficile à mesurer. Et dans cette bataille des chiffres, la Commission européenne, comme les instituts économiques, à l'image du Conseil franco-allemand d'experts économiques ou du CEPI que nous avons auditionné, se veulent rassurants. Il est encore difficile d'évaluer précisément les implications financières de l'IRA, mais nous savons que le volume financier global des divers programmes déjà lancés par l'Union pour faciliter justement la transition verte est comparable à celui de l'IRA. En termes relatifs, les subventions de l'IRA représentent moins de 0,2% du PIB américain par an, contre près de 0,5% du PIB européen pour les dépenses équivalentes. La taille donc du marché unique, la qualité des infrastructures, la disponibilité aussi de la main-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier, formée, sont autant donc d'atouts à mettre au crédit du tissu productif européen. Donc c'est pour ça d'ailleurs il faut rester positif sur ce sujet. Les projections alarmistes donc de l'automne dernier, ponctuées de quelques annonces de réorientation des projets industriels, ont ainsi laissé place à des analyses plus mesurées. Ces éléments de cadrage soulignent bien que l'Europe n'est pas désarmée face à l'IRA américain. Ils démontrent néanmoins des fragilités et des insuffisances auxquelles il convient de remédier rapidement. Comme elle le démontre régulièrement dans les situations de crise, depuis quelques années maintenant, l'Union européenne a ainsi su réagir rapidement pour protéger l'industrie européenne. La Commission européenne a présenté le 1er février 2023 son plan industriel du Pacte vert. Les propositions de la Commission dépassent la seule réponse conjoncturelle à l'IRA. C'est bien le développement de l'industrie verte européenne et l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 qui sont en jeu. Le plan industriel du Pacte vert s'articule autour de plusieurs axes de travail. Nous nous sommes attachés en priorité au levier de la réglementation, du financement et de la politique commerciale qui appellent diverses observations et recommandations de notre part. D'abord, la simplification de l'environnement réglementaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie verte nous semble prioritaire. C'est le sens des propositions de règlement de la Commission européenne sur les matières premières critiques et pour une industrie zéro net présentée le 16 mars 2023. Le texte sur les matières premières critiques vise en priorité à accélérer les procédures d'autorisation des projets d'extraction, de transformation ou de recyclage de matières premières critiques. Il est important que l'Union réduise ses dépendances stratégiques sur la face amont de la production, alors que les sites d'extraction et de transformation sont aujourd'hui extrêmement concentrés. La Chine raffine par exemple 90% des terres rares mondiales. C'est un matériau qui entre dans la fabrication de nombreuses technologies vertes, donc les aimants permanents des éoliennes. En complément de nouveaux partenariats avec les pays tiers, la Commission souhaite donc renforcer les capacités de production sur le sol européen. Alors, sur ce texte relatif aux matières premières critiques, nous souhaitons souligner que la position du Conseil relève l'ambition de la proposition initiale de la Commission. Notre proposition de résolution européenne envisage ainsi de soutenir la position du Conseil, notamment avec les cibles ambitieuses pour le recyclage et la transformation de matières premières critiques. Les trilogues sont en cours. Le second texte en cours de négociation relatif à l'industrie net zéro fixe un objectif global de 40% de production européenne dans les secteurs des technologies propres, telles que les batteries électriques et les électrolyseurs pour l'hydrogène. Cette approche dite fast-tracking est bienvenue et renvoie en France aux dispositions de la loi relative à l'industrie verte récemment adoptée par le Parlement. Ce texte prévoit également de créer 2 nouveaux critères d'évaluation dans l'attribution des marchés publics relatifs à la durabilité et à la résilience de l'offre proposée. L'idée générale est de soutenir l'implantation d'installations durables. Ce texte, dit NZIA, est toujours en cours de négociation au Conseil. Le Parlement européen, qui a adopté sa position officielle hier, a profondément revu l'architecture du texte en laissant chaque État membre décider parmi une liste prédéfinie et très large
quelle technologie propre soutenir. Alors nous craignons que cette nouvelle architecture ne mène ensuite les autorités administratives nationales et européennes à mobiliser des moyens humains très importants pour déterminer ensuite concrètement quel projet soutenir ou non. Ensuite, la capacité... Ah, pardon. Voilà, la capacité donc de l'Union et des États membres à déclencher efficacement justement les financements privés est au cœur de la réponse, nous semble-t-il, européenne à l'IRA. Et la simplicité, mais aussi la prévisibilité des aides gagnerait à être renforcée justement en Europe. C'est le sens des recommandations à la fois récemment formulées par notre collègue Charles Seisenstuhl sur le fonctionnement des projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC qu'on appelle, dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'industrie verte. Nous insistons aussi sur la portée transnationale de ce dispositif, à l'heure où le soutien budgétaire déployé par chaque État membre pour soutenir son économie crée un risque de fragmentation du marché intérieur, et nous avons eu l'occasion de le rappeler dans les nouvelles règles budgétaires précédemment. Et l'ampleur donc des réponses nationales aujourd'hui peut varier. Seules l'Allemagne et la France, en tout cas, sont encore en mesure de mobiliser des milliards dans ce domaine, tandis que les autres États aujourd'hui n'ont pas cette capacité. C'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment poursuivre cette implication. La mise en place aussi d'un véritable fonds, justement, de souveraineté européen, ce qui a été également évoqué dans notre rapport précédemment, est nécessaire. L'Union européenne ne peut pas se contenter de faire juste les fonds de tiroir, en réagençant donc les dispositifs existants et en proposant seulement 10 milliards d'euros de nouveaux financements. Il faut donc identifier des projets stratégiques au niveau européen et mobiliser le budget de l'Union. Voilà qui devrait rationaliser les initiatives redondantes, voire concurrentes au niveau national. Et dans un contexte de stress un peu budgétaire intense, à l'occasion de la révision du cadre financier pluriannuel, la Commission a proposé la création d'une plateforme dite STEP, sous le soutien aux technologies industrielles innovantes, dotée de 10 milliards d'euros d'argent neuf. Et si cette solution se comprend à court terme, on l'a dit, l'Union, en tout cas, ne peut faire l'économie de la création vraiment d'un véritable fonds de souveraineté d'ampleur à moyen terme, et je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse dans ce sens-là. Enfin, la réponse européenne à l'IRA suppose aussi d'explorer toutes les options de politique commerciale à la disposition de l'Union. Il nous semble peu opportun, en tout cas, à ce stade, d'introduire une plainte devant l'OMC ou de reproduire les exigences du contenu local mises en place outre-Atlantique. Nous aurions tout à perdre d'une guerre commerciale, c'est notre analyse, et c'est l'analyse aussi de ceux que nous avons auditionnés, les échanges que nous avons eus avec d'autres acteurs. Les États-Unis demeurent un partenaire privilégié au niveau international, en particulier alors que l'Union aujourd'hui réévalue son approche stratégique à l'égard de la Chine. Donc une task force commune entre les États-Unis et l'Union européenne a permis de maintenir le dialogue et d'obtenir des premières concessions, par exemple pour les véhicules assemblés en Europe et mis sur le marché américain en leasing. Ces efforts se poursuivent également avec la négociation d'un accord sur les matières premières critiques. Il permettrait aussi aux matériaux extraits ou transformés en Europe de bénéficier du crédit d'impôt pour les véhicules électriques prévu par l'IRA. Et en 2022, je rappelle que les pays européens ont exporté aux États-Unis plus de 8 milliards d'euros de matières premières entrant dans la fabrication des véhicules électriques. L'effet donc d'un tel justement partenariat ne serait donc pas négligeable. Notre attachement au cadre commercial multilatéral ne doit pas nous empêcher aussi, au contraire, de recourir si nécessaire aux instruments de défense commerciale. L'entrée en application, par exemple, en septembre 2023 du règlement sur les subventions étrangères complète utilement la boîte à outils de l'Union pour lutter contre les pratiques déloyales, et la Commission pourra donc se saisir d'office des subventions étrangères, faussant donc le marché intérieur, par exemple dans le cadre d'un marché public. Donc nous souhaitions
Mes chers collègues, vous présentez donc notre première analyse après une première communication et beaucoup d'auditions ici, pour faire part des difficultés soulevées par l'IRA, de la réponse européenne en cours de déploiement. La proposition de résolution européenne que nous soutenons, en tout cas devant vous aujourd'hui, reprend les principaux points que nous avons développés, c'est-à-dire le soutien à des projets de règlement ambitieux sur les matières premières critiques et l'industrie à zéro émission nette, la création d'un véritable fonds de souveraineté pour rassembler tous les fonds existants et simplifier l'accès, et la mobilisation de la politique commerciale européenne pour conclure un partenariat avec les États-Unis de manière à garantir l'éligibilité des produits européens à un maximum de dispositions de l'IRA. Voilà ce que je voulais terminer dans cette proposition et présentation commune, Monsieur le Président et chers collègues. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Magnifique, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Merci beaucoup. J'en viens aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Brigitte Klinkert pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce travail et cette présentation détaillée, cette analyse aussi de la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act et de votre proposition de résolution européenne. Avec l'activation de leur IRA, ce puissant catalyseur de subventions aux industries vertes, les Américains, il faut le dire, mettent en péril la compétitivité de notre industrie européenne, tout en faisant peser le risque d'une délocalisation massive de nos entreprises outre-Atlantique. L'IRA est un vrai danger pour la réindustrialisation de notre pays et de l'Europe. C'est pourquoi nous devons effectivement adopter une réponse européenne rapide et coordonnée, tout en repensant les fondamentaux de notre économie et la protection de notre marché unique sur le court et sur le moyen terme. Il en va de la stabilité de notre continent, de notre prospérité économique, dont nous savons qu'elle est au fondement de notre Europe. La déstabilisation du marché unique est un danger vital pour l'Union européenne. L'avenir de nos emplois se joue maintenant. Il faut agir vite, il y a urgence. 6 mois après le lancement de l'IRA, plusieurs entreprises ont déjà annoncé vouloir quitter le continent. Je pense à Iberdrola en Espagne, Safran en France, Northvolt ou encore BASF en Allemagne. Et ces géants de l'industrie abandonnent leurs projets en Europe pour s'installer en Amérique. Nous devons maintenir l'emploi chez nous, mais aussi attirer chez nous les industries de l'économie de demain. Ainsi, si nous voulons inverser la tendance et sauver nos emplois, c'est résolument en Européens que nous devons répondre. Si l'Union ne se dote pas d'une stratégie robuste et offensive aujourd'hui, c'est prendre le risque de voir nos entreprises européennes se délocaliser massivement demain. L'IRA a retenti comme un électrochoc sur notre continent. Nous le savons, l'Europe est en retard et nous devons agir dès aujourd'hui pour rattraper les autres puissances dans la course aux technologies vertes. L'avenir de notre industrie en dépend. Nous devons rapidement créer un choc de simplification des procédures pour faciliter les investissements de nos entreprises sur le sol européen. Le fonds de souveraineté que vous mentionnez, qui est porté notamment par la France, permettra un soutien rapide de toutes les entreprises européennes et éviter qu'elles ne partent. L'Union européenne a la responsabilité de protéger ses entreprises, des plus petites aux plus grandes, des conséquences de l'IRA. Le groupe Renaissance soutient la réponse européenne forte à l'IRA. L'Union européenne doit montrer sa force et son unité face à ce défi, et la France doit porter ce message en Europe. Merci beaucoup. La parole est à quelqu'un du Rassemblement national. Allez-y, chers collègues. Je n'étais pas sûr. C'est moi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le 7 août 2022, le Sénat américain a approuvé l'Inflation Reduction Act, un plan qui prévoit 400 milliards de dollars de dépenses pour promouvoir l'énergie propre et lutter contre le changement climatique, ainsi que 100 milliards pour réduire les coûts des soins de santé. Cette législation américaine marque la continuité d'une économie politique qui a toujours été très protectionniste
parfois même au détriment de ses alliés européens. Son objectif est de favoriser la production nationale, de soutenir une politique industrielle respectueuse de l'environnement, de renforcer la sécurité sociale tout en combattant l'inflation. Pour atteindre ces objectifs, la loi propose des avantages fiscaux aux entreprises qui produisent aux États-Unis et offre des subventions pour encourager la production d'énergie renouvelable, parmi d'autres mesures. Ce maintien du patriotisme économique aux États-Unis envoie un message fort. Il nous rappelle que dans un monde en constante évolution, les nations ont la responsabilité de protéger leurs économies de manière souveraine. Les accords de libre-échange ne doivent pas être suivis aveuglément. L'IRA démontre que les traités internationaux tels que le TAFTA ou le TTIP ne sont pas nécessairement la seule réponse, et chaque nation doit défendre ses intérêts économiques. L'IRA est également un rappel important pour les pays européens de la concurrence à laquelle ils sont confrontés sur ces marchés ouverts. Il est impératif de souligner que les États-Unis ne sont pas les seuls à embrasser cette orientation. L'Union européenne devrait également puiser des enseignements de cette tendance. Vous le savez, au Rassemblement national, nous penchons davantage en faveur d'une approche d'un patriotisme économique impulsé au niveau des États membres de l'Union européenne, plutôt que d'une forme de protectionnisme centralisé au niveau européen. Il convient de noter que chaque entité possède ses particularités, lesquelles doivent également être dûment prises en considération. L'heure est venue pour l'Union européenne de changer de paradigme et de respecter la souveraineté de ses États membres dans ce domaine. Nous devons encourager la production en Europe, soutenir nos industries et créer des incitations pour les entreprises qui investissent sur notre continent. Cela ne signifie pas un repli sur nous-mêmes, mais plutôt une stratégie économique plus équilibrée et résiliente. En résumé, la loi IRA américaine nous rappelle l'importance de protéger nos économies tout en favorisant une économie respectueuse de l'environnement. Les États-Unis ont maintenu leur tradition de patriotisme économique et il est temps que l'Union européenne emprunte une voie similaire en préservant la souveraineté de ses États membres. Il y a urgence, nous devons agir résolument pour créer un environnement propice à la production en Europe, ce qui protégera nos industries et assurera notre avenir économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. En décembre dernier, Emmanuel Macron, en déplacement aux États-Unis, était allé se plaindre à Joe Biden de l'Inflation Reduction Act. Ce plan de 370 milliards de dollars, ça a été rappelé, de soutien à l'économie des États-Unis a toujours été perçu comme venant mettre à mal la concurrence avec l'Europe. Mon collègue Arnaud Le Gall avait alors posé une question au gouvernement suite à ce déplacement. Emmanuel Macron n'avait obtenu aucune réponse concrète de Joe Biden, contrairement à ce que lui et le gouvernement français n'ont cessé de prétendre. Les grandes phrases sur l'amitié franco-américaine et le partenariat solide et historique ne sont pas des engagements. Je reprends ces mots parce qu'ils ont été en résumé la réponse du ministre Lescure, tandis que nous rappelions le risque de délocalisation d'entreprises vers les États-Unis, et aujourd'hui je ne suis pas la seule à mentionner ce risque. En somme, Emmanuel Macron, la France, l'Europe ont encore une fois été considérés comme des partenaires subalternes dont les États-Unis n'ont pas à s'inquiéter. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment la guerre en Ukraine a démenti la prétendue solidarité occidentale en renforçant la compétition qui s'est manifestée par l'envolée des prix du gaz et du pétrole que nous vendent les États-Unis. Nous aurions tout intérêt à discuter avec les États-Unis des urgences de notre époque, l'écologie, la sortie de l'économie globalisée notamment, mais il n'en est que trop peu, voire jamais question. Or, Biden a pris des orientations dont l'Europe et la France pourraient s'inspirer. Le conditionnement des aides publiques à la création d'emplois locaux, la relocalisation des productions pour réduire la vulnérabilité des États-Unis, le fléchage de 80 milliards au renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. À côté, la politique néolibérale et libre-échangiste du gouvernement français paraît complètement dépassée avec ses 140 milliards d'aides annuelles aux entreprises sans contrepartie, avec son plan de relance européen qui n'aura fait que gaver la finance, avec son refus de tout protectionnisme, son obsession des équilibres budgétaires, alors même que cela gonfle la dette contre laquelle ce gouvernement prétend lutter. Il faut arrêter d'attendre après Biden et changer de politique en France et en Europe. Nous défendons, à la France insoumise, une vision indépendante dans laquelle la France n'est alignée ni sur les États-Unis, ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni sur personne. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons construire un projet et un avenir de l'industrie, de l'emploi, de notre indépendance énergétique, sanitaire, stratégique.
Nous regrettons donc que nous ne mettions pas nos efforts au service du protectionnisme écologique et social européen. Nous n'avons de cesse de répéter que c'est en désobéissant aux traités européens qu'un tel protectionnisme pourra être mis en place en France. Cela nécessite de ne pas attendre après la Commission européenne et après l'Allemagne. Cela nécessite d'être ambitieux. On n'a jamais autant parlé d'écologie, d'environnement, de protection sociale. Et pourtant, les politiques qui causent la course au moins-disant social et écologique ne changent pas. Il est temps d'organiser la planification à partir de nouveaux indicateurs de progrès humain. Merci Madame Oziol. La parole est à Henri Alfandari pour le groupe Horizon, pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Mesdames les rapporteurs de la qualité de leur rapport, qui est extrêmement complet, sur une loi américaine qui a énormément d'ambition, qui a été prise dans un contexte de crise énergétique sur le sol européen et d'inflation au niveau mondial. Vous le dites très bien, tout ça est un système assez simple, qui est fait de subventions, d'allègements fiscaux et d'autres outils incitatifs. Les inquiétudes pour nous sont nombreuses, elles ont été exprimées dans votre rapport et aussi par les collègues à l'instant même, avec des risques de délocalisation, d'installation même, puisqu'en fait on parle beaucoup de délocalisation, mais ce qu'on risque surtout c'est d'avoir toutes les technologies innovantes qui s'installent aux États-Unis et pas chez nous, voire même avec un risque d'abandon du marché européen. Attention à ne pas devenir une zone de seconde classe. Malgré tout, face à ce mouvement d'ampleur qu'est l'IRA, la Commission européenne a répondu en début d'année 2023 par une série de réponses, le règlement sur les matières premières critiques, la proposition de règlement pour une industrie zéro net, la mise en place de la plateforme technologique stratégique pour l'Europe, pour regrouper les capacités de financement existantes, et la réforme du marché de l'électricité, dont on peut dire qu'elle est extrêmement salutaire, puisqu'elle prend bien en compte la totalité des énergies décarbonées, dont le nucléaire, et la réforme du marché et les avancées récentes vont bénéficier réellement à l'attractivité du continent européen et de notre pays. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que cette proposition de résolution européenne, elle permet de couvrir l'ensemble du spectre de la réponse européenne à l'IRA, et c'est extrêmement salutaire. Vous avez raison de dire qu'il faut qu'on avance sur le financement des technologies vertes et bénéficier d'un budget propre. Là, le fonds de souveraineté serait absolument nécessaire pour porter ces investissements au niveau européen. Après, oui, il ne faut pas dénoncer l'IRA auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour diverses raisons. En revanche, vous maintenez que l'impact sur le marché européen sera, somme toute, assez limité. On peut l'espérer. On peut quand même toujours craindre le reste. Donc on va dire que globalement, il y a une véritable réponse, aussi avec Industrie verte et les crédits d'impôt qui sont alloués en France. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a quand même une limite, qui est toujours pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Il ne faut jamais oublier à qui on s'adresse dans nos politiques, et que plus les choses sont simples, plus elles sont lisibles, plus elles sont compréhensibles et accessibles, plus les entreprises iront, plus on complexifie et plus la perte de temps fait qu'elles s'orienteront vers des marchés extérieurs. Donc, en tout cas, en l'état, on votera en faveur de cette proposition de loi européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons fini avec les orateurs de groupe et j'en viens aux orateurs qui ont demandé à prendre la parole sur ce texte. Et pour le groupe Renaissance, David Amiel, et pour 2 minutes. Constance Le Grip avant. Est-ce qu'on peut en avoir 2 ? Oui, vous pourrez. Merci Monsieur le Président pour votre générosité et merci chers collègues pour cet exposé extrêmement complet. Moi je suis très frappé que dans la foulée de l'IRA, dans l'année qui a été écoulée, un certain nombre de réponses ont été mises en place. Vous les avez évoquées sur la politique industrielle, sur les matériaux, les matières premières critiques, sur le pacte vert européen, qui marquent justement une rupture très profonde dans l'approche européenne de la politique économique, très loin justement du néolibéralisme que l'on a longtemps associé aux politiques européennes, conformes à ce que la France exigeait, mais que l'on avait longtemps cru impossible. J'en profite pour signaler que c'est un peu étonnant d'entendre la France insoumise critiquer des aides importantes qui ont été mises en place, en partie d'ailleurs en réponse à la politique américaine, qui ont permis à nos industries, à nos commerçants, à nos artisans, à nos PME de tenir le choc. Et nous assumons, nous, pour notre part, cette politique d'inspiration keynésienne et ce renouveau de la politique industrielle, loin justement du tout marché. Alors il va falloir continuer à aller plus loin, parce que je crois que ce qui s'est passé avec l'IRA marque aussi du côté américain une rupture profonde dans leur approche des politiques économiques. On verra ce qui se passera évidemment aux prochaines élections américaines.
mais tout laisse à penser que cette inspiration, d'une manière ou d'une autre, va perdurer. Pour le meilleur d'ailleurs, c'est-à-dire le fait que les États-Unis embrassent davantage la transition énergétique qu'ils ne le faisaient avant, qu'ils relancent une politique industrielle d'innovation technologique qui bénéficiera à l'économie mondiale, mais aussi pour le pire, c'est-à-dire ce protectionnisme et cet unilatéralisme. Et donc, au-delà des réponses qu'on a mises en place cette année, je pense que ça nous interroge aussi sur le cadre européen qu'il va falloir construire pour être capable de répondre aux prochains IRA, si je peux le dire un peu de cette manière-là. Ça pose évidemment la question des relations commerciales avec les États-Unis. On voit bien que les États-Unis dévitalisent le cadre commercial international sous fond essentiellement de rivalité avec la Chine, mais ce qui pose une question très importante pour l'Union européenne, nous qui sommes à la fois engagés dans ce cadre multilatéral et en même temps dans une relation économique profonde avec les États-Unis, et puis la possibilité d'un contre-feu financier si ces mesures visaient à s'amplifier au-delà du fonds de souveraineté. On aura besoin de mettre en place des investissements très importants et ça pose évidemment la question du cadre financier européen pour les années à venir. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Déjà, je vous remercie pour ce rapport qui est assez instructif, d'autant plus que je le trouve particulièrement accablant sur l'incapacité de l'Union européenne à apporter des réponses proportionnées et rapides à l'IRA américain, mais plus largement aussi pour répondre en fait aux exigences des besoins qui sont partout relevés, qui se font plus que sentir par rapport à la transition écologique. Vous l'avez rappelé, ce sont 369 milliards d'euros du côté américain à la fois pour soutenir l'offre et la demande, et puis en réalité quasi aucun fonds nouveau mobilisé du côté européen, si ce n'est des fonds déjà existants, comme vous le relevez justement, et la plateforme européenne pour les technologies stratégiques. Cela représente à peine 10 milliards d'euros. C'est assez négligeable, vous l'écrivez vous-même. Pardon, c'est pas vous qui le dites, c'est l'eurodéputée libérale espagnole Eva Pocheva. J'en profite pour rappeler qu'en France, non plus, nous ne sommes pas à la hauteur. Je vous rappelle le PJL Industrie Verte, dont la partie financement ne contenait rien, absolument rien, si ce n'est ce petit plan épargne pour jeunes riches, là, que vous avez appelé le plan épargne avenir climat. Le gouvernement évalue ça à 1 milliard d'euros. On attend toujours de voir le premier euro arriver. Puis il y a un scepticisme assez grandissant sur cette question-là, d'autant plus que vous avez tous vu comme moi ce qui se passe avec les livrets A et livrets populaires ces derniers temps. 4,4 milliards qui ont été retirés. Je souhaite donc appeler votre attention et l'attention de cette commission sur la dernière partie du rapport de nos chers collègues. Vous préconisez dans cette dernière partie des mesures contre l'école. Je m'insurge. Je m'insurge parce que vous souhaitez amplifier, développer une coopération avec les États-Unis d'Amérique, alors même qu'ils sont dans une stratégie et une position protectionniste, ils ont le droit, mais qui ne nous est pas favorable, qui nous est plutôt hostile. Aussi, je vous pose la question de savoir pourquoi vous faites ce choix-là, d'aller plus amplement vers un développement des relations avec les Américains, alors qu'en réalité, l'Union européenne aurait tout intérêt à se protéger une bonne fois pour toutes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier nos 2 co-rapporteurs pour le travail très complet qu'elles ont accompli et le caractère également très proactif des propositions qu'elles portent dans la proposition de résolution européenne dont nous aurons l'occasion de débattre tout à l'heure. Moi, je voulais poser une question un peu en prolongation des propos de notre collègue David Amiel. Dans votre rapport d'information, mesdames les co-rapporteurs, notamment page 29, vous dites l'Union européenne doit également apporter une réponse commerciale à l'IRA, mais en même temps, si je puis dire, vous semblez juger, vous l'écrivez même, peu opportun le recours aux instruments de défense commerciale. Alors, je ne reconnais pas les risques de mesures de rétorsion qui existent si l'on prend soi-même des instruments de défense commerciale trop virils. Je dirais, je comprends ce que vous écrivez, la pertinence de ne pas saisir l'OMC, mais néanmoins, il y a une boîte à outils de l'Union européenne pour assurer justement
de la défense commerciale. Les instruments, c'est les mesures anti-dumping, clauses de sauvegarde, etc. Enfin, il y a 3 grandes catégories d'instruments de défense commerciale. Pourquoi semblez-vous d'emblée considérer comme peu opportun le recours aux instruments de défense commerciale dans la relation entre États-Unis et Union européenne? Merci. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez la parole. Merci, chers collègues, pour toutes vos questions. Peut-être d'abord pour répondre à Brigitte Klinkert. Comme on a dit, pour nous, les dangers de l'IRA immédiate sont à relativiser. Parce que quand on regarde un peu, si on parle de chiffres, on dit 370 milliards qui sont, entre guillemets, par différentes mesures mises sur la table par les États-Unis. Si on compte sur 10 ans, l'Union européenne met 600 milliards sur la table. Donc, c'est pas tout à fait le double, mais c'est quand même une somme très conséquente. Donc, quand on parle des 0,2% du PIB et du 0,5% du PIB, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés, comme on a dit, et ça c'est un peu partout. On a besoin vraiment d'un choc de simplification, mais je crois qu'on ne l'a pas simplement besoin dans l'Union européenne, on l'a aussi besoin dans certains États membres, donc le nôtre d'une certaine manière, pour ne pas complexifier les choses. On a besoin surtout aussi des financements privés. Donc on doit aussi regarder comment fait-on en sorte à ce que nos entreprises trouvent les financements adéquats, soit par financement privé ou par ce fonds de souveraineté qu'on appelle de nos voeux. Mais tout ça, ça a lieu aussi dans un cadre budgétaire quand même assez restreint. Et aussi, on voit bien des réticences des États membres dès qu'on parle de ressources propres pour l'Union européenne ou dès qu'on parle d'augmenter le financement de l'Union européenne. On veut demander de plus en plus à l'Union européenne sans lui donner des moyens adéquats. Donc, et je crois que là, il faudrait qu'on soit aussi un petit peu honnête avec nous-mêmes et prendre vraiment des bonnes mesures dans ce cadre-là. Monsieur Berthelot, je veux bien apprécier finalement que vous dites quand même que c'est l'Union européenne qui doit apporter des réponses et que ce n'est pas que les États membres, parce qu'en fait c'est les deux qui apportent aujourd'hui des réponses, parce que les États membres peuvent quand même adopter des mesures suite à l'assouplissement des aides d'État. Donc l'Union européenne permet, donc il y a une adoption assez récente aussi pour prolonger le dispositif et on n'est pas non plus, je veux dire, sans atout, comme on l'a dit. On représente encore aujourd'hui un marché d'une taille quand même extrêmement intéressant pour nos concurrents. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Notre collègue de LFI, excusez-moi, je n'ai pas noté votre nom, pardon. Oziol, excusez-moi, pardon. Je devrais le connaître pourtant. Vous avez dit que vous souhaitez un non-alignement par rapport à la Russie, la Chine. Nous, on souhaite aussi un non-alignement et je crois que tous les États membres de l'Union européenne souhaitent cet non-alignement. C'est pour ça qu'on parle aussi de souveraineté européenne et qu'effectivement, on souhaite tous, je crois, de stopper une forme de délocalisation. Ça voudrait par contre aussi dire de nous donner les moyens d'avoir aussi, comment dire, c'est pas que des moyens commerciaux. Peut-être devrait-on aussi revoir les règles de concurrence au niveau de l'Union européenne, puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, par exemple, de créer des entités suffisamment de taille pour faire face. Donc, je crois que ce n'est pas que commercial, mais aussi ces règles de concurrence qu'on doit avoir dans le viseur. Est-ce que, Marietta, je te laisse peut-être... Merci. D'abord, je voulais remercier tous les collègues qui ont pris la parole, parce qu'en fait, notre pari,
quand on a souhaité travailler sur ce texte, enfin sur cette politique américaine, on était à un moment donné où il n'y avait que des critiques. On reprochait aux Américains quelque chose à la limite qu'on aurait pu le faire. Et donc, quelque part, en observant et en analysant ce que les Américains ont fait, ça nous donne aussi la possibilité positivement de dire d'être plus dans la dynamique de la proposition de ce qu'il faut faire. Moi, je constate, et c'est un sujet, je vous dis honnêtement, ça m'a passionné, et je continue encore à poursuivre parce qu'en fait, j'ai pu développer aussi des relations, des échanges avec des parlementaires d'outre-Atlantique plutôt, je dirais. Outre-mer quand même, mais c'est un océan. C'est un océan. Et puis aussi des chercheurs, parce que les analyses que nous avons aujourd'hui, moi je regarde les investissements des entreprises américaines, y compris les dépenses en R&D, c'est-à-dire en recherche et développement, ont été particulièrement élevées dans la reprise post-Covid par rapport aux reprises précédentes. Et donc les investissements aujourd'hui qui sont annoncés dans le plan IRA, dans les secteurs de l'énergie propre par exemple, les véhicules électriques et les batteries, finalement, sont concentrés. Et ça, je tiens à le signaler parce que ça répond aussi à quelques prises de parole tout à l'heure. C'est concentré dans des communautés relativement défavorables, défavorisées, où les salaires, où les taux d'obtention des diplômes universitaires, où le taux d'emploi sont plus faibles. Et donc, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de leur côté de dire que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ne va pas uniquement sur la question comment on rend les investissements plus propres, parce que c'était nécessaire, et les États-Unis, ils étaient vraiment en retard, donc ça, c'est une volonté, ok, mais aussi ils vont sur des populations qui souffrent aujourd'hui aux États-Unis et qui sont particulièrement concernées, et je pense que nous avons les mêmes en Europe, qu'il faudra donc justement envoyer un signal. Ça a été rappelé tout à l'heure. Quand on regarde bien, on parle beaucoup sur le volet des 400 milliards d'euros qui ont été mis sur l'industrie, sur le véhicule propre. Enfin, on ne regarde pas l'IRA aux États-Unis, c'est trois choses. C'est effectivement les entreprises, et donc l'industrie, mais c'est aussi le volet santé, et c'est aussi un volet recettes. Le volet santé, ça touche effectivement, parce qu'ils sont très loin, toute la question de la sécurité sociale aux États-Unis, qui est vraiment une des priorités de Biden. Moi, je le salue personnellement, je suis vraiment ravie qu'il y a ce tournant-là. Et il y a aussi également un autre volet dont on ne parle pas. On n'a pas parlé ici, mais on parlera un petit peu dans le rapport, quand même, on va le remettre dans le rapport, et je vous invite de le regarder de plus près. C'est effectivement toute la partie qui concerne la recette, et donc une taxation mise en place sur le pharmaceutique. Voilà. Donc ça veut dire comment on finance un besoin qui existe aux États-Unis, qui est finalement la santé des Américains et effectivement la question de la sécurité sociale, et comment on la finance? Ben aussi, on taxe de l'autre côté. Donc on parle souvent de l'IRA uniquement avec le premier volet. Et vous avez raison, les collègues Riol et puis les autres qui en sont intervenus. On dit, oh, pardon, ma chère, oh là là, je ne suis pas très bonne, moi, dans la prononciation des noms. C'est mon côté étranger et accent. Mais en fait, non, on reste sérieusement sur le fond. Ce que vous avez dit, vous avez raison. Effectivement, il faut insister sur cet aspect-là, qui est finalement une volonté, être volontariste au niveau de l'Union européenne, y compris au niveau des États membres. Parce qu'en fait, l'Union européenne aujourd'hui, ce n'est pas comme une fédération aux États-Unis. Nous sommes un ensemble d'États, mais qui ne sont pas dans une fédération. Et donc, il faut impulser aussi dans chaque État. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce rapport, mais à travers, effectivement, ça explique, pour répondre aussi à M. Lafondéry, notre collègue, qu'il s'agit aussi de défendre ce fonds de souveraineté. S'il n'y a pas de fonds de souveraineté mis en commun, effectivement, on ne pourra pas embarquer, finalement, les politiques publiques et les politiques aussi dans le moyen économique et commercial dans ce domaine-là.
peut-être pour compléter ou souligner, tu as parfaitement raison, ce qui est ressorti de nos auditions, c'est de dire l'Iran ne se dirige pas forcément vers l'Union européenne. En fait, il n'est pas pour rentrer en concurrence avec l'Union européenne, mais surtout de garantir aussi aux États-Unis une forme d'indépendance par rapport à la Russie, à la Chine. Là, on a quelque chose, en fait, en commun. C'est pour ça qu'on considérait qu'il ne faut pas couper le dialogue. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on passe maintenant à l'examen de la proposition de résolution européenne, les amendements qui ont été déposés, en commençant par l'amendement numéro 1 de Madame Le Grip, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai souhaité très modestement compléter un tant soit peu l'excellente proposition de résolution européenne portée par nos deux co-rapporteurs en écrivant un alinéa que l'on pourrait donc considérer comme un alinéa supplémentaire dans lequel j'exprime le souhait que soit, c'est ainsi que c'est écrit, approfondie la réflexion sur une prolongation, voire une pérennisation des nouvelles mesures d'aide d'État, ce qu'on appelle plus communément le cadre temporaire qui a été adopté le 9 mars 23 et dont certaines mesures s'éteignent en décembre 25 et d'autres en décembre 23. Voilà, donc c'était pour appuyer l'idée qu'il faut approfondir la réflexion sur ce système d'aide d'État et le sujet de la réforme des aides d'État doit être, je pense, traité de manière conséquente dans le cadre des réflexions actuelles. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je crois que vous voulez nous présenter un sous-amendement. Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci à la collègue Constance Le Grip d'avoir proposé son amendement qu'on souhaite néanmoins sous-amender puisque la prolongation des mesures d'aide d'État est déjà actée par la présentation du cadre temporaire adopté par le Collège des commissaires le 9 mars 2023. Et la Commission européenne a également entendu les États membres ce lundi dernier en autorisant la possibilité pour les États d'aider les entreprises affectées par l'inflation énergétique jusqu'en 2024. Alors, nous, on salue cette prise de décision dans notre sous-amendement. Donc, la réflexion est en cours. Les États membres souhaitent même aller plus loin. Donc, nous sommes donc favorables voilà, sous réserve, voilà, à l'adoption si le sous-amendement est adopté. Ok, merci beaucoup, Madame Le Grip. Je prends acte effectivement du sous-amendement proposé par Mesdames Karamanli et Tillet et il me semble qu'effectivement, compte tenu du fait que vous avez vous-même d'ailleurs un peu plus tard également proposé un auto-amendement en quelque sorte que vous souhaitez ajouter à ce qui est déjà assez complet mais néanmoins peut toujours être complété dans votre propre proposition de résolution, je comprends tout à fait et je souscris tout à fait à l'idée de réécrire et donc de légèrement modifier en fonction de votre propre sous-amendement mon amendement, bien sûr. Très bien. Donc, je mets aux voix le sous-amendement numéro 4, proposé par les rapporteurs, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets ensuite aux voix l'amendement numéro 1, ainsi modifié, avec avis favorable des rapporteurs, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. J'en viens à l'amendement numéro 4 des rapporteurs. Numéro 3, pardon, ils ne sont pas dans le bon ordre dans mon dossier. Non, mais il y a déjà le numéro 2. Il y a le numéro 2. Merci. Donc le numéro 2 de Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Un autre amendement, encore une fois très modeste, mais
Il en a été question dans la présentation que nous ont faite nos co-rapporteurs. Les plans nationaux, il y a la proposition de la Commission et qui est maintenant entrée en vigueur, mais il y a également des réponses nationales, des plans nationaux qui peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de la réponse, de la riposte européenne à l'Inflation Reduction Act. Donc je voulais simplement, dans cet amendement, souligner l'importance des initiatives nationales prises par un certain nombre d'États membres, à commencer par le nôtre, et souligner l'importance de l'adoption par notre pays de la loi dite industrie verte. Voilà. Merci beaucoup. Quel est l'avis des rapporteurs? Alors, bien sûr, sur notre avis sur cet amendement, il est plutôt favorable parce qu'effectivement, il s'agit, dans le projet de la loi industrie verte, de poursuivre des objectifs au règlement industrie à zéro émission nette, en simplifiant aussi les procédures d'octroi du permis pour les technologies propres. La France contribue dans cette je dirais, avancée par une législation qui est même en avance par rapport à la législation européenne dans la recherche d'une souveraineté industrielle. Et donc, la référence à ce projet de loi paraît donc à cet égard très pertinente de le rappeler ici. Donc, on donne un avis favorable. Très bien, je n'ai pas de demande de prise de parole. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Merci. L'amendement numéro 3 des rapporteurs. Oui, alors cet amendement veut soutenir donc l'Union européenne, ou plutôt nos entreprises européennes dans la compétition mondiale, un peu à la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a besoin aussi de revoir nos règles de concurrence. Et nous proposons donc d'appeler à l'ouverture d'une réflexion sur l'adaptation de nos règles de concurrence aux enjeux industriels européens afin de préserver la compétitivité de nos entreprises. En quelque sorte, ça renforce l'amendement numéro 1 de notre collègue Constant Legrip et souligne justement les aspects de la concurrence. Merci. Il y a deux demandes de prise de parole, Sophia Kikirou et ensuite Irène Fandari. Oui, nous, on va vraiment s'opposer à cet amendement, Madame la rapporteure. C'est quand même assez incroyable d'oser proposer aujourd'hui un assouplissement des règles sur les aides d'État accordées aux entreprises au moment où on a besoin justement de faire l'inverse, c'est-à-dire de conditionner les aides d'État aux entreprises et de les conditionner à des conditions écologiques et à des conditions sociales. C'est pas le moment d'assouplir les choses, c'est au contraire le moment de veiller à ce qu'on est en train de faire pour les années futures, premièrement. Deuxièmement, dans le contexte actuel, on peut pas faire plus en matière énergétique. Je veux dire, bon, on a l'Allemagne en face qui, elle, ne respecte absolument aucune règle, aucune, en matière de soutien à ces entreprises en matière énergétique. Je ne vois pas ce que nous, on pourrait faire davantage dans ce domaine au niveau européen. Voilà, il faut à un moment donné aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une transition écologique? Est-ce qu'on veut engager les entreprises européennes vers une harmonisation dans ce domaine-là? Ou est-ce qu'il s'agit encore de lever ce que vous appelez des barrières, mais qui sont en réalité un peu de protection sur ce qu'on fait de l'argent public dans ce domaine-là? Donc nous, on s'y oppose, mais très fermement. Merci beaucoup. La parole est à Henri Fandari. Merci, Monsieur le Président. Je pense, chers collègues, que ce n'est pas du tout ce que les rapporteurs sont en train de dire. Et c'est pour ça que je voulais rebondir, et c'est la suite de la fin de la discussion qu'on a eue en passant aux amendements. Que ça soit en France ou en Europe, on est quand même très très bloqué sur le fait de savoir si c'est un opérateur public ou privé, s'il est en situation de position dominante, etc. Et on conditionne une large partie des aides d'État à ces situations-là. Il y a un moment, on ferait mieux de se poser la question de savoir si un secteur est stratégique ou pas. Et ça devrait être le fait qu'il soit stratégique qui permette de déroger à un certain nombre de règles et d'augmenter profondément les aides d'État parce qu'on en a besoin au regard de l'intérêt collectif. C'est vrai que j'aurais apprécié que vous rajoutiez le mot stratégique à votre proposition parce que ça me paraît être un critère. Si demain on avait un véritable fonds, par exemple, l'attribution du fonds, et ça irait dans votre sens, hein, chers collègues, hein, ça peut être sur les investissements qu'on fait, critères écologiques, etc. etc. Ça rentre dans la logique stratégique, et voilà, j'aurais trouvé ça intéressant.
Si je peux me permettre, juste par Madame la rapport à ça, rapporteure, allez-y. En fait, c'est important, vous avez raison de le préciser, c'est mieux, parce qu'en tout cas, c'est pas forcément ce que vous évoquez, ma chère collègue Sophia Chekirou, parce que... Bon, écoutez, chère collègue Sophia, voilà, si je peux me permettre, en fait, la question que vous évoquez ici, elle est justement dans la définition des secteurs stratégiques au niveau européen, avec l'ensemble des États, pour pouvoir finalement investir de manière plus spécifique. Les règles budgétaires aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, évoquent également des secteurs spécifiques pour vraiment avoir une force de frappe par rapport à la Chine, par rapport à d'autres continents et d'autres économies, quelquefois qui ne sont pas aussi démocratiques que ça. Donc voilà, c'est peut-être la était mal comprise, mais c'est vraiment cette réflexion qu'on porte ici, c'est vraiment de pouvoir permettre des règles stratégiques finalement qui accompagnent finalement des secteurs, donc par des aides d'État dans ces secteurs-là. Ça peut être la santé, par exemple. Ça peut être l'industrie, par exemple. Merci beaucoup. Mesdames les rapporteurs, donc vous voulez sous-amender votre propre amendement, si vous voulez bien présenter à la Commission ce que vous voulez faire? Oui, tout à fait. Donc, on voudrait, à l'alinéa 49, à la fin, rajouter l'émergence de champions industriels européens dans les domaines stratégiques. Et justement, chers collègues de la France Insoumise, je ne sais pas si vous avez bien lu l'exposé sommaire, on demande juste l'ouverture d'une réflexion sur la pérennisation du cadre temporaire et dérogatoire des aides d'État. Merci. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut... Merci beaucoup. Donc, je mets aux voix l'amendement ainsi rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il n'y a plus d'amendement. Donc je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et la proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent également adoptée. Je vous remercie. Juste pour votre bonne information, notre commission ne se réunira pas la semaine prochaine, puisque nous devions avoir l'audition de Clément Beaune. Mais comme nous avons un débat en même temps, vraisemblablement, sur l'avenir de la conférence, enfin la suite de la conférence sur l'avenir de l'Europe en séance publique, je vous propose que nous ne nous réunissions pas exceptionnellement et nous on se retrouve le mercredi 6 décembre prochain. Bonne fin de semaine.